passion et d'histoire, c'est Occam pour de nouvelles révélations autour de la civilisation Primae. En effet, je dis autour car cette vidéo va être un peu spéciale. Cette fois-ci, nous n'allons pas voir ensemble des points historiques relatifs au peuple Primae, mais nous allons repasser les événements qui ont eu lieu à partir de la fin d'année 2015, lorsque l'existence de la civilisation Primae a enfin été rendue publique. Au-delà des détails sur comment le monde a finalement pu prendre connaissance de cette histoire gardée secrète pendant presque un siècle, nous allons voir quelles ont été les réactions à cette annonce. Pour commencer, voyons un peu plus en détail la manière dont l'existence de cette civilisation a été révélée au grand public par les 51. Ah oui, alors, avant d'aller plus loin, je dois vous mettre au courant dès à présent de ce terme spécifique que je vais beaucoup utiliser, celui des 51. Les 51 est le nom donné à ceux qui étaient informés du projet de découverte de la civilisation Primae avant sa révélation publique. Sans rentrer dans les détails, c'est en 1968, à la suite des découvertes de Zoé Oldenburg, qu'un premier rassemblement eut lieu pour comparer les recherches effectuées à travers le monde et voir s'il y avait une concordance. Les participants de ce premier sommet étaient de l'ordre de 51 personnes, dont parmi elles, des scientifiques, des historiens, des archéologues et plusieurs membres de différents gouvernements. C'est à ce moment-là qu'ils ont estimé préférable de garder ces recherches jusqu'à une date indéterminée, et leur nombre, de 51, a défini leur nom. D'ailleurs, pour l'anecdote, la fameuse Zone 51 est ainsi nommée car il s'agissait d'un des centres de recherche principal dans les années 50. Ce centre a été couplé à une base militaire pour éviter les suspicions. Cela n'a pas pour autant empêché certaines théories abracadabrantesques de se tisser autour des extraterrestres, simplement à cause de militaires trop curieux qui seraient tombés par mégarde sur des écrits primariens, et les auraient pris pour des glyphes aliens. Bref, tout ça pour dire que le terme 51, même si leur nombre n'a cessé de croître depuis 1968, est resté l'appellation utilisée pour désigner les personnes connaissant la civilisation Primae avant la révélation. Il était prévu que la révélation ait lieu le 28 décembre 2015, lors d'une conférence spécialement organisée pour l'occasion à l'université de Macquarie à Sydney. Les plus éminents chercheurs et historiens avaient été réunis et énormément de grands médias de multiples pays à travers le monde relayaient l'information en temps réel, et bien évidemment avec une retransmission en live via internet. N'oublions pas qu'à ce moment-là, la plupart des dirigeants des pays ainsi que les grandes richesses faisaient partie des 51. C'est pourquoi tous les yeux ont pu être braqués sur cette conférence à ce moment-là. Il s'était même permis de lancer une campagne de teasing dès le 1er décembre. Bon, je trouvais personnellement que cela ressemblait plus au lancement d'un film hollywoodien qu'à une conférence historique, mais bon, ça a eu le mérite de beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. Le 28 décembre donc, ce fut à Sean Ross que fut attribué l'insigne honneur de faire cette révélation pour le remercier du rôle prépondérant dans les recherches. Cette première annonce avait pour but d'être courte et sans rentrer dans les détails, pour ne pas donner le sentiment d'un immense canular. En plus de l'annonce de la civilisation, a simplement été évoqué le continent de Status, sa géographie, son climat, ainsi qu'une partie de l'organisation de la société et de la mythologie. Vous vous en doutez, la nouvelle a bien entendu eu l'effet d'une bombe. De nombreuses chaînes de télé ont enregistré des pics d'audience spectaculaires, sans parler des sites de rediffusion dont les serveurs ont eu beaucoup de mal à soutenir la charge. L'information a circulé en boucle dans les grands médias, comme à la télévision, où on a pu voir la nouvelle être répétée sur les chaînes anglo-saxonnes, aux USA bien entendu, mais également en Angleterre, sur la BBC, bien plus encore à l'international, comme ici par exemple avec la chaîne Al Jazeera, et donc bien entendu également dans nos JT nationaux. Ce qui n'a pas pour autant délaissé les journaux de presse, et bien entendu à la radio. Il est 13h15 sur France Info, le rappel des titres du mardi 29 décembre. Une révélation historique sans précédent, c'est ce qui a été révélé cette nuit à 6h du matin, heure de Paris. Une majeure partie des chefs d'État ainsi que les PDG des grandes entreprises et de nombreux membres éminents de la science se sont réunis à Sydney pour annoncer la découverte d'une ancienne civilisation jusque-là inconnue. Nous ignorons encore quelles seraient les conséquences d'une telle découverte. Cependant, il a été annoncé la tenue d'une nouvelle conférence le lundi 4 janvier. Il s'agit donc d'une affaire à suivre. Autre titre de l'actualité, presque 2 mois après les attaques du Bataclan, où en est-on des mesures sécuritaires que la France promet ? Les gros titres et informations d'ouverture étaient systématiquement en rapport avec Primae.
Les éléments révélés lors de la conférence ayant été plus que restreints, toute nouvelle information ou détail supplémentaire suffisait à provoquer une breaking news, ou un article entier. Le 4 janvier, après les fêtes, une nouvelle conférence eut lieu, afin de fournir un plus grand nombre de détails, et surtout de permettre aux personnes présentes de poser des questions aux historiens et chercheurs sur Primae. Énormément de points furent abordés, comme la faune, les modes de communication et d'écriture, l'agriculture et le commerce, la guerre et la sexualité, et surtout une très longue partie sur pourquoi les 51 ont-ils gardé le secret aussi longtemps. C'est après cette conférence que le monde put d'abord prendre conscience que c'était bel et bien vrai, et d'autre part que les gouvernements l'avaient caché pendant près d'un siècle. Des manifestations eurent lieu dans différents pays pour sensibiliser les gouvernements contre la rétention d'informations historiques vis-à-vis du public. La plupart furent pacifiques, bien que cela n'en empêcha pas certaines de déborder légèrement, notamment en Amérique ou en France où était instauré déjà l'état d'urgence. Sur Twitter, cette problématique du secret historique d'État était défendue via le hashtag PrimaeSecret, un moyen d'interpeller le gouvernement sur des questionnements similaires, mais souvent des théories du complot. Mais il y eut aussi les premières apparitions de sceptiques via le hashtag Don't Drink Primae et son opposé Why Primae is True. Et bien entendu, les médias ont continué à relayer l'information. Il est 15h sur France Info, le rappel des titres du mardi 5 janvier. Les informations autour de la découverte historique de Primae se précisent à la suite de la conférence tenue hier à Londres. Pendant 6 heures, chercheurs et historiens se sont relayés pour détailler leur découverte. Une conférence qui a également permis aux invités présents, membres du corps scientifique et journalistes, d'interroger les historiens. Ne manquez pas ce soir à 20h votre édition spéciale pour une analyse détaillée en compagnie de notre expert, le professeur Jean-Pierre Filiu. Dans la même thématique, la controverse autour de Primae. Lors de la conférence de Londres, il a été précisé que cette découverte n'est pas récente, mais daterait des années 60. Selon les dires du Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, il s'agirait de, je cite, « un cloisonnement nécessaire de l'information ». Des paroles que beaucoup questionnent et dont nous débattrons à 20h. Jean-Marc Ayrault reconnaît qu'il n'a pas, je cite, « l'expertise ». Vous constaterez malgré tout la légère nuance. Même dans les grands médias non indépendants, la question du secret des 51 était présente. Il y eut d'ailleurs de nombreux plateaux et débats télévisés durant lesquels la question qui était discutée était « Les gouvernements mondiaux ont-ils eu raison de garder le secret pendant si longtemps ?» C'était d'ailleurs assez triste de voir qu'au final, il y eut bien plus de débats télé sur la polémique du secret historique que sur les détails historiques eux-mêmes. Bon, cela dit, je suis un peu mauvaise langue car il y a eu d'autres initiatives pour présenter proprement les détails de Primae au grand public. Ne serait-ce que pour évoquer un hexagone, c'est France Télévisions qui a obtenu les droits et les liens privilégiés avec les historiens pour diffuser une émission courte hebdomadaire nommée Premier Savoir, où il vulgarisait un des détails sur 5 minutes et diffusé sur France 5. Le traitement était très simple et parfaitement compréhensible, avec un peu d'humour et un traitement graphique minimaliste, ce qui permettait de bien saisir les principes. En somme, une émission assez intelligente qui a reçu un bon accueil des téléspectateurs et eu des résultats d'audience plus que convenables, ce qui prouve que le sujet intéressait beaucoup le public. Pareil sur Arte, qui bénéficia des mêmes droits via le Conseil européen. Ils réalisèrent des reportages beaucoup plus longs, environ 2 heures, en évoquant des sujets précis tout en retraçant le lien avec l'histoire des chercheurs et scientifiques ayant travaillé dessus. Leur approche était bien plus pointue, mais le traitement a permis d'exposer des informations avancées aux téléspectateurs, sans pour autant les rendre indigestes, avec un réel respect des informations d'origine. Alors, je dis que c'était eux qui avaient les droits, mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres chaînes ou médias n'avaient pas le droit d'en parler, hein. On est d'accord. Simplement, les autres chaînes n'avaient pas de lien direct avec les historiens. Cela n'a pas pour autant empêché M6 de faire des reportages, notamment bien évidemment sur Voluxio, la déesse du sexe. Mais c'est aussi à ce moment-là que les premières utilisations publicitaires ont eu lieu. L'impact ayant été tellement fort que, pour quelqu'un travaillant dans le marketing, il aurait presque été, si je puis dire, une faute professionnelle que de ne pas s'en inspirer pour vanter un produit. Enfin, certains essayistes adeptes de la théorie du complot sautèrent sur l'occasion pour publier à la hâte des livres fumeux dont je me garderai bien d'en faire une quelconque analyse. Finalement, ce sera le 8 février 2016 que les 51 mirent en ligne un wiki complet des informations sur Primae. Tous les détails et résultats issus du siècle de recherche furent ainsi mis en libre consultation.
Ce ne fut d'ailleurs pas le seul site à être mis en ligne autour de Primae. En mettant de côté le nombre incalculable d'articles de blog, est rapidement apparu primaesociologie.com, dont je vous ai déjà parlé, et dont l'objectif est d'avancer sur une étude sociologique collaborative à partir des informations sur Primae. De notre côté, et parce que je préfère aussi vous mettre en garde, est apparu le site primaefirsty.com, un site de désinformation sur Primae. C'est assez simple, ce site a uniquement pour but de véhiculer de fausses informations, rapidement relayées sur internet, afin de maintenir le flou entre le vrai et le faux. C'est un site maintenu par des adeptes de la théorie du complot qui accusent Primae d'avoir été imaginé de toutes pièces. Donc si jamais vous avez la moindre interrogation sur une information, pensez à consulter le wiki de Primae. Toujours est-il qu'après tout ça, les choses se sont, disons, quelque peu emballées, dans le bon sens du terme, principalement. En effet, la mise en ligne du wiki a permis à tout le monde de prendre conscience de chacun des moindres détails de Primae, et un imaginaire collectif mondial autour de cette civilisation a commencé à émerger, donnant naissance à de nombreux dérivés culturels. Il y eut des romans inspirés de cet univers, comme celui de La civilisation aux 1000 dieux de Dan Simon, très fortement inspiré du fonctionnement de la religion primarienne, ainsi que Frontières changeantes de Alain Damasio, qui réutilise la notion de frontière en évolution constante. Mais au-delà de l'inspiration, certains livres ont plongé leur narration directement dans le monde de Status, comme le très célèbre, bien que historiquement imparfait, Course de Marc Lévy, qui raconte sur une journée les déboires d'un coursier de Status qui doit transmettre une information capitale. Enfin, dans un autre genre, on a le mélange des deux registres avec, notamment, la suite des romans des Prima guerriers de Christopher Priest, au nombre de 3 actuellement, avec le premier guerrier du feu, le premier guerrier des vents et le premier guerrier du chaos. Et d'ailleurs, je pense qu'il est intéressant que l'on s'arrête sur ces derniers. En effet, il faut savoir qu'ils font se dérouler leur action sur le continent de Status, à l'époque primarienne, mais en y ajoutant une dimension fantastique. Les dieux agissent sur le monde réel, et les religieux peuvent utiliser les pouvoirs de l'élément de leur dieu. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ces livres ont eu un certain succès populaire, et leurs principes ont été plusieurs fois repris, jusqu'à donner naissance à un sous-genre du fantastique, nommé la Prima Fantasy. Parmi les œuvres culturelles qui en font partie, on retrouve le jeu de rôle First Land, ou le futur MMORPG annoncé par Blizzard, Savior of Status. Il va de soi que, même si je parle des créations culturelles dans le domaine de la fantasy, certaines réalisations se sont voulues avant tout historiques. Comme c'est le cas avec La mythologie sans fin de Joel Schmidt, qui relate les grandes histoires mythologiques primariennes, le livre de vulgarisation qui ajoute des pointes d'humour de Nota Bene, La vie chez les Primae, bien qu'on dise chez les primaires, mais je pense que la faute est volontaire pour rendre le titre plus facile à comprendre, et aussi Status Quo de Laurent Deutsch. Mais sur le coup, celui-là je ne vous le conseille pas, il est bourré d'incohérences et on sent fortement que son auteur cherche à faire passer au travers de son analyse un message royaliste. Toujours dans la lecture historique, mais dans le domaine de la bande dessinée, les éditions Soleil ont lancé la série Les Dieux Primordiaux, dans laquelle est racontée l'une des histoires issues de la mythologie primarienne. Son premier cycle, Le Siège des Cyclones, serait apparemment en discussion pour être potentiellement adapté sous la forme d'une série de dessins animés pour enfants. D'ailleurs, vu qu'on parle d'adaptation, vers la fin de l'année 2016 est sorti le film Course, adapté du livre de Marc Lévy, réalisé par Pierre Morel et produit par EuropaCorp. La plupart des critiques s'accordent à dire que le film est sorti beaucoup trop rapidement. On l'accuse d'avoir cherché à surfer sur le succès du livre, et d'avoir oublié de reprendre de son matériau d'origine la dimension psychologique, pour ne plus avoir, je cite, qu'un Mission Impossible Leader Prize dont les motos ont été remplacés par des Raptors à plumes. En tout cas, pour ce qui est du cinéma, la 20th Century Fox a annoncé travailler sur un gros projet de film, nommé sobrement Primae. Il aurait pour but de montrer le déroulement entier de la recherche des 51 à travers le siècle par leurs plus grandes figures, à savoir Lucien Febvre, Zoé Oldenburg, Mircea Eliade, Hélène Carrère d'Ancos, et pour conclure, Sean Ross. Espérons qu'Hollywood leur rende honneur. Le projet semble malgré tout plutôt bien parti, dans la mesure où ils ont confié la réalisation à Morten Tildum. Bon, j'ai énormément parlé de créations culturelles apparues sur les circuits classiques. Cependant, il ne faut pas pour autant oublier Internet, qui s'est avéré un véritable geyser d'inventions de toutes sortes. Ne serait-ce qu'en regardant du côté des vidéos YouTube, ce fut un déferlement de réalisations. Je ne peux m'empêcher de vous montrer quelques exemples. La civilisation primée ou primérée a vécu entre 7500 et 400 avant Jésus-Christ environ.
Elle a été découverte en 1908 par Lucien Febvre, mais n'a réellement été confirmée qu'en 1966 par Zoé Oldenbourg. Et là, normalement, vous vous demandez... Plus d'un demi-siècle entre la découverte et la confirmation? Mais ils font quoi ces archéologues? En fait, pour comprendre, il faut se référer à la définition de ce qu'est une civilisation. Pour qu'une civilisation soit une, il faut qu'elle habite un espace spécifique et qu'en plus, elle possède les mêmes caractéristiques sociales, religieuses, morales, éthiques, politiques, artistiques, intellectuelles, scientifiques, techniques, bref, le tout transmis par une éducation. Donc, la griffe de la main verte est reliée à une liane pour la projeter et s'accrocher aux arbres par exemple. Et puis, elle était creuse pour plus de maniabilité. Elle était en partie utilisée en tant qu'arme avec des pointes au bout, un peu comme une fourche. Mais l'objet n'est pas anodin, étant fait en résine d'arbre, malléable quand il est chauffé et résistant quand il est refroidi. Le boulet fente, hormis sa capacité à stocker les graisses en cas de pénurie de nourriture, possédait un poil étanche ainsi que des pattes très massives à leur extrémité. Cela l'empêchait par exemple de s'enfoncer dans le sol humide et boueux des marais occidentaux. Ce serait d'ailleurs grâce à cet environnement piégeux que le boulet fente aurait développé son intelligence. Bon, alors c'est bien beau d'avoir dissimulé Primae, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les chercheurs ont fait pour garder le secret. En fait, c'est assez simple, ils se sont juste répartis dans ce qu'on pourrait appeler des bulles indépendantes, attribuées chacune à un type de recherche en particulier. Grosso modo, si des informations venaient à fuiter d'une de ces bulles, aucun risque que le contenu des autres scientifiques soit dévoilé. D'ailleurs, toutes ces données étaient uniquement accessibles à un petit nombre d'agents gouvernementaux, ce qui réduisait drastiquement le risque de divulgation. Par exemple, le peuple Primae a été précurseur dans de nombreux domaines, notamment en matière de communication, car leur système, nommé Turis, leur permettait de communiquer rapidement, pour l'époque, à travers tout le continent. Ce continent, aujourd'hui disparu, se trouvait dans l'océan Atlantique Nord, faisant la liaison entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Qui aurait 9500 âmes, 7500 âmes avant l'ère commune, sur la civilisation de Primae, le continent de Status, avec le Melute Offica. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur les symboles qui sont utilisés, qui serviront plus tard de base pour leur écriture. On a les petits minus qui symbolisent le désert, le rond qui sert à symboliser la forêt, le carré pour les champs, l'agriculture, et enfin le triangle qui symbolise la civilisation, les villes, la cité. La mythologie des primaires a été développée dans une volonté de cohérence continue. Chaque histoire devait augmenter la précédente et ne pas l'écraser. Grâce aux voies de communication et aux tours d'archives, chaque pays était au courant de quelle histoire était développée par le pays d'à côté. Il fallait alors se réunir et réfléchir à la meilleure façon d'augmenter l'histoire avec des personnages, des nouveaux conflits, dans le but évidemment de mettre son propre pays et son propre dieu en avant. Et c'est en remarquant cette démarche d'augmentation du mythe et non pas de remplacement d'un mythe par un autre, qu'on a compris que les Primae avaient certainement conscience de l'impact qu'aurait leur histoire sur le monde. Exactement comme dans un roman ou un film, ils voulaient construire une histoire cohérente qui se transmette facilement avec des personnages, des conflits, des situations, des rebondissements. Tout ça n'a bien sûr été découvert que récemment, mais on comprend aujourd'hui à quel point leur civilisation a été pionnière en termes de narration et de propagation de Un l'histoire. cycle de bande dessinée nommé Le Siège des Cyclones, qui est le 3e cycle à sortir dans la série Les Dieux Primordiaux. Il faut savoir que ce cycle comprend 3 tomes qui sont Horizon Noir, Ciel Gris et Éclair Blanc. Cette bande dessinée raconte l'histoire du conflit ayant eu lieu entre Ekaeverlu, le dieu des nuages, Montespira, le dieu du vent, et Luxutomu, pour une fois je le prononce bien, la déesse de la foudre, alors que sur l'île de l'air, une gigantesque île où résident les dieux associés au climat, arrive une attaque de démons Tous formée les de moyens vent. ont été mis en place par EuropaCorp pour produire le film Course qui, je le rappelle, nous met en scène un des lieux phares de l'époque de Primae, Status. Et suite au succès retentissant de ce film en Outre-Manche, il ne fallait pas attendre longtemps pour voir les Américains s'emparer cinématographiquement de cette époque, avec l'arrivée sur nos écrans de Primae, produit par la Fox. Cette fois-ci, le film s'intéressera principalement aux chercheurs de Primae, de 1966 à nos jours, et ce qui est intéressant avec cette annonce, c'est de voir comment l'approche américaine s'appropriera le sujet. La découverte internationale de Primae sera-t-elle biaisée et autoproclamée par les Américains ? Voilà, vous avez pu voir. Et sans oublier tout ce que la révélation et les informations autour de Primae ont apporté à la culture internet. Et par ce biais, je veux bien entendu parler des mêmes. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai proposé à un de mes éminents confrères, le professeur Nimous, de venir m'assister pour qu'il vous explique plus en détail ce qu'il en a été. Ah bah dis donc, les bonnes grosses... Bonjour Jeannot. Salut Okam. Alors, que peux-tu nous dire sur les mèmes en rapport avec Status et la civilisation Primae? Oh là, Status, c'est un gros morceau, en fait ça a commencé... Laissez-moi faire, je connais plein de trucs sur les tatous. Status. Le tas de quoi? L'ancien continent disparu, abruti. Ah ok, t'inquiète, mais je trouverai quand même des trucs à dire. Oh, il me foutra jamais la paix, Pourrait-on ce se recentrer con. sur le sujet, s'il vous plaît? Oui, pardon. C'est parti.
Si vous étiez sur internet l'année dernière, vous n'avez pas pu passer à côté de cet événement historique. La taxe YouTube? T'es vraiment obligé de rester? Suite aux révélations concernant la découverte de Status, C'est que t'as pris froid. durant les conférences du 28 décembre 2015 et du 4 janvier 2016, un wiki entièrement dédié fut mis en ligne le 8 février 2016, regroupant toutes les informations concernant la civilisation Primae. Bah s'ils l'ont pris, qu'ils le gardent. C'est durant cette période qu'on a vu apparaître les premiers mèmes. Dès le 29 décembre 2015, l'utilisateur Optimus Primae réalise une page YTMND reprenant la désormais célèbre phrase lancée par l'annonceur lors de la conférence s'étant déroulée la veille. It's a premiere. Ce fut le premier mème et par la même occasion, le premier jeu de mots sur Primae. C'est un peu facile comme vanne quand même. Mais on va faire le tri pour ne parler que des plus importants. Ouais, parce qu'il y en a eu une chier. On passera les divers détournements en relation avec des œuvres de la culture populaire, comme les références aux jeux God of War et au mythe de Cthulhu, incluant les dieux primaréens, ou encore au fait que la carte du continent ressemble quelque peu à celle de la Terre du Milieu. Tolkien savait. Pour s'attarder sur les dérivés liés au Crusovelox, Le tournevis? plus communément appelé Crocs. Ah, les motos! Le bestial le plus populaire et le plus apprécié des amateurs de Primae. Avant que certains ne s'amusent à pronostiquer l'arrivée du Crocs comme personnage jouable dans le portage du prochain Super Smash Bros sur Nintendo Switch, l'utilisateur Pokécrocs s'est amusé à développer une version du jeu Pokémon nommée Pokémon Primae, mise en ligne gratuitement le 6 juillet 2016. La concurrence était un peu rude ce jour-là. Dans ce jeu, la carte du monde est remplacée par celle de Status et les Pokémon par les animaux présents à cette époque, dont le Crocs. Aussi populaire qu'un Pikachu. Pokécrocs avouera s'être grandement inspiré de l'image postée le 23 février sur Reddit par l'utilisateur Pokévolution No. 9 et qui reprenait le même A Wild X Appeared en incorporant un Crocs en pixels. Dans la même période, sur 4chan, le Crocs fut aussi mixé avec le Philosoptor, Ou plutôt Philosodenonicus. donnant ainsi naissance au Philosocrocs qui aura le même genre de réflexion métaphysique mais uniquement en raptor avec Primae. Il a aussi eu droit à sa propre Rage Face, tirée des Status Rage Comics. Toujours sur 4chan. On peut aussi la retrouver dans des Rage Comics plus classiques, illustrant des moyens de locomotion divers. Sur Twitter, on a vu beaucoup de hashtags en rapport avec le Crocs. Le hashtag HorseNotCrocs, utilisé par les opposants scientifiques voulant recréer l'espèce dans le but d'en faire un moyen de locomotion, connu un dérivé à l'occasion de la sortie de Final Fantasy XV. Le simulateur de stars de J-pop. En effet, des comptes parodiques de célèbres personnages issus des différents épisodes de la série Twitter avec le hashtag ChocoboNotCrocs, comme pour s'opposer à la volonté de Hajime Tabata de remplacer les mascottes de la saga par le Crocs. Ouais, enfin ça les a pas empêchés de foutre une putain de décapotable customisable. Hein. On n'est pas mieux cadeau de Ce hashtag comprend bien souvent une image représentant les personnages de Final Fantasy se déplaçant sur un Crocs dans le jeu. A noter également la création du hashtag CrocsInCrocs par l'utilisateur CrocsMyas pour illustrer ces images postées en premier lieu sur sa page DeviantArt, représentant l'animal équipé des célèbres chaussures du même nom. D'ailleurs, il a aussi parodié le logo de l'entreprise. Et pas que, vu qu'il s'est également inspiré, comme beaucoup d'autres utilisateurs, des dieux primaréens et notamment de la désormais cultissime Voluxio. La déesse de la règle 34. Effectivement, cette dernière est devenue extrêmement populaire sur le web. Ah tiens, comme c'est étrange. Internet is for poor. Et comme le dit la définition d'Urban Dictionary postée le 14 février par l'utilisateur Goddayum, elle représenterait la seule véritable religion que l'humanité aurait dû choisir si elle savait ce qui est bon pour elle. Ouais, c'est un peu comme le populisme. D'ailleurs, sur ce site, on retrouve pas mal d'articles liés à Primae, comme la définition du Cal, du Don, comme ma bite, ainsi que celle de Primae, ou encore de Status, qui aurait été publiée le 2 janvier 2016, soit à peine une semaine après la première conférence officielle sur le sujet. Mais on y trouve également une autre expression assez étrange, Status Firsty. Comme Firsty le bonhomme de neige. Et comme on pouvait s'en douter, les 4chaners ne sont pas loin derrière. Où ça? Sur le board IS, dédié à l'histoire et aux sciences humaines, bah ça change pour une fois. De plus en plus d'utilisateurs venaient débattre de la découverte suite à la diffusion de la première conférence, créant toujours plus de fils de discussion sur Primae. Pour remédier au problème de spam occasionné, un nouveau board Pri fut créé le 1er janvier 2016. Et ouais, y a pas de jour férié pour 4chan. L'émulsion autour du sujet était telle qu'il s'est formé deux camps s'opposant férocement. Forcément. Les convaincus et les sceptiques. Les croyants et les conspis. Les premiers soutenant le discours des chercheurs et des scientifiques en faveur de l'existence de Primae, et les seconds niant les infos, criant aux hoax et accusant les croyants d'être à la solde du gouvernement. C'est pour ça que j'aime Internet. Alors que la guerre entre les partisans et les opposants battait son plein, l'expression Primae was the first s'est vue décliner aussi bien en images macro qu'en commentaires. Elle était utilisée par les défenseurs de la découverte pour mettre l'accent sur la primeur de la civilisation de Status dans l'histoire des sociétés humaines. Aussi pour faire référence à ceux qui utilisent le mot Primae pour remplacer le first sur YouTube. Étant perçu comme du fanatisme religieux par les opposants, le terme fut repris et utilisé de manière ironique pour moquer les pro-Status, en remplaçant Primae par d'autres mots ou noms faisant référence à des figures mythologiques ou encore à des personnages fictifs. Ce mouvement d'opposition s'est aussi développé en parallèle sur Twitter, et c'est dans ce contexte qu'a été lancé le fameux hashtag DontDrinkPrimae, faisant référence à l'expression Don't Drink the Kool-Aid. Cette expression est née à la suite du tragique événement du 18 novembre 1979
1978 au Guyana. Et merde, il a décollé. Événement au cours duquel Jim Jones, le fondateur de la secte du Temple du Peuple, ordonne à ses fidèles d'ingurgiter un savoureux breuvage à base de Kool-Aid, une marque de boisson aromatisée, mélangée avec un chouïa de cyanure de potassium. Efficace contre les maux de gorge. Plus de 900 personnes mirent fin à leur jour, et l'expression drink the Kool-Aid fut utilisée pour désigner les individus ou groupes d'individus se convainquant d'idées fausses et dangereuses. Don't drink the Kool-Aid sera donc utilisé pour mettre en garde les gens en les invitant à ne pas croire à tout et à n'importe quel discours. Oula, trop de détails tue l'information. Bah pourtant j'ai lu que les maxis et les minus. Bref, le hashtag Don't Drink Primae sert aux opposants pour dénoncer ce qu'ils pensent être un complot, tout en présentant leurs arguments comme « Pourquoi ne pas en avoir parlé avant ?» ou encore « Ce continent ne peut pas avoir disparu comme ça ». Ce hashtag fut bien entendu détourné par des trolls pour se moquer des opposants en y caricaturant leurs arguments. Dans le même temps sur 4chan, ces négationnistes seront comparés aux défenseurs de la théorie de la Terre plate. Et oui, ça existe encore. Et c'est donc en réponse à ces provocations qu'est apparu le terme Status Thirsty pour désigner les incrédules. Le terme fut utilisé sur des images macro représentant dans la plupart des cas un animal ou un homme, la tête dans le sol, ou ailleurs, ou en train de se boucher les oreilles, connotant le refus et la négation totale des preuves de l'existence de Status. Le terme fut relié, notamment via des demotivational posters, à la phrase « Tant que je n'écoute pas, aucune autre civilisation n'existe », qui elle-même fut reprise sur d'autres images macro. Ah, ça va jamais assez loin. Ces deux types d'images macro sont devenus le symbole de cette opposition historique sur 4chan, résumant parfaitement à elles seules les événements ayant lieu sur les boards Is et Pri. Mais c'est qui a gagné? Avec le temps, et à force de preuves, les anti ont fini par diminuer en nombre, sans pour autant arrêter de remettre en doute les découvertes à grand renfort de photos truquées. Mais qui sont les trolls dans l'affaire? Je dirais ceux qui se sont amusés à créer des articles sur Encyclopédia Dramatica pour valider la théorie du complot. Trollception. Et de leur côté, les partisans ont commenté les annonces, contribué au wiki et firent émerger un bien étrange langage. Plus étrange que d'habitude? En effet, suite à la conférence du 4 janvier présentant des vestiges de l'écriture primarienne, à base de ronds, carrés et triangles, de nombreux utilisateurs passionnés du forum de PriWiki tentèrent de maîtriser l'écriture en utilisant le altcode. Mais comment ils ont fait pour le rond? Le point c'est trop petit. Eh bien mon petit Popol, ils ont tout simplement remplacé le rond par le smiley noir. Ah c'est pas con. Entre janvier et février, ça s'est vite répandu sur d'autres forums, et sur tout un tas d'autres sites postant des articles, des vidéos ou des commentaires en lien avec Primae. Mais dans la grande majorité des cas, il ne s'agissait que de copier-coller des tentatives réalisées sur PriWiki, les utilisateurs se servant de ce nouveau langage crypté pour spammer à outrance. Les textes les plus repris sont notamment la phrase de l'utilisateur StatusMoose, posté le 28 janvier, ou encore le petit pavé de OxyTriggered du 4 février. En réponse à ces copypasta pseudo-cryptiques, l'expression Cool Story Bro était bien entendu de mise, provoquant par la même occasion la confusion chez les utilisateurs ignorant tout de ce genre de coutumes. En fait, ils pensaient carrément que le gars qui répondait Cool Story Bro, il avait compris la phrase. Ah, ils sont cons. Et c'est cette confusion qui donna sa première forme au même. Dans les jours qui ont suivi, sur 4chan, les utilisateurs de Pri se sont amusés à reprendre le code. Mais sans copier-coller cette fois. Dans le but de troller en écrivant des messages cryptés dépourvus de sens, les symboles étant disposés aléatoirement, sans aucune connaissance de l'écriture primaréenne. Dans un premier temps utilisé pour troller les utilisateurs de Bi, ces derniers reprirent le concept en postant ce genre de faux messages cryptés dans le but de provoquer l'incompréhension chez les néophytes. Et ça marchait encore mieux quand un autre troll venait répondre par un autre message crypté. Tout à fait. D'ailleurs, on a pu voir se développer de fausses conversations excluant très clairement les utilisateurs néophytes, dans le but de cultiver leur rage et de les faire réagir. Un bon gros bait quoi. Le cryptroll était né. Evergonna crypt you up. On ne sait pas exactement comment ce nom fut choisi, certains disent qu'il fait référence au Rickroll, notamment dû au fait qu'il arrivait que des trolls finissent leur séance par la phrase « You've been cryptrolled ». Et oui, c'est logique. Quand d'autres disent que c'est tout simplement né de la contraction des mots cryptique et troll. Et oui, c'est logique. Néanmoins, face à l'augmentation du nombre de victimes se mettant à adopter le code, les Bitards décidèrent d'inclure un vrai code permettant aux vrais cryptrollers de se reconnaître entre eux. J'ai déjà dit que j'aime internet. Il fallait ainsi que le tout premier cryptroll que l'on intègre dans un message comprenne 3 ronds, 3 carrés et 3 triangles, dans l'ordre de son choix, et que chaque message comprenne à un endroit donné la suite carré, rond, triangle. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce code caca sur PlayStation. Ce code a permis aux cryptrollers de reprendre l'avantage sur leurs victimes en variant leurs réponses et démasquer les faux cryptrollers en se moquant d'eux, en simulant l'incompréhension, ou bien en leur attribuant des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. La stratégie des cryptrollers a été jusqu'à développer différentes suites de symboles à indiquer en fin de message pour signifier à leurs complices quel type de réaction il fallait adopter. Pourquoi le seul mot qui me vient c'est paracétamol? À partir de là furent créés plusieurs dérivés. Alors, un comprimé toutes les 4 heures. Le crypt whatever est une façon d'utiliser le code en sous-entendant « je te laisse imaginer ma réponse ». Pour ce faire, le message crypté doit se terminer par une suite de symboles signifiant que la réponse est négative ou positive. Mais rapidement, ce genre de message a fini par être réduit aux simples suites de symboles en question, dont les 3 principales, triangle vers le bas, carré, triangle vers le bas, signifiant l'insulte virulente, rond, rond, triangle vers le haut, signifiant l'acquiescement, et carré, triangle vers le haut, carré, dans lequel chacun peut voir la réponse qu'il souhaite.
Et c'est ce dernier code qui fut repris au-delà de 4chan, devenant le symbole de la réponse bateau et vague que l'on donne à quelqu'un pour lui faire plaisir et le laisser entendre ce qu'il veut, mais paradoxalement sans s'en cacher. Un bon gros foutage de gueule en somme. Une autre suite de symboles connut un large succès. Rond, ovale, rond. Mais non! Carré, rond, triangle vers le haut. Cette fameuse partie du code utilisée dans les premiers cryptrolls, dont on a parlé précédemment, a fini par être repérée par les néophytes pour devenir un symbole de parodie conspirationniste, laissant sous-entendre que Primae rules the world, à l'instar des célèbres Illuminati et autres sociétés secrètes. De ce fait, nombre d'images ont été détournées en incorporant ces symboles, comme avec le Heil Hydra de Captain America, posté sur Funny Junk le 24 avril, ou mis en relation avec le fameux homme à la cigarette dans X-Files, ou encore en tant que crop circle. Je trouve que ça manque de crocs. Il y eut encore des références au Seigneur des Anneaux, comme ce détournement par l'utilisateur Square on Try posté sur DeviantArt le 10 juin 2016. On n'entre pas si facilement dans les canyons persans. La popularité de ce nouveau langage grandissante, c'est le 16 mai 2016 que l'utilisateur Erudei Rio Grande met en ligne son site web Crypt Translator. Il y a même une application pour smartphone. Avec ça, n'importe quel utilisateur pouvait, soi-disant, traduire une phrase avec ses symboles ou en comprendre la signification. Ouais, c'est pas marrant. Ce traducteur a contribué à rendre ce faux langage crypté ultra populaire. Pour pas dire putain de mainstream. Et correspond également à l'apparition de la pire menace possible, les crypto-noobs. Les crypto-boobs. En voulant rejoindre le club très fermé des cryptrollers, les jeunes débutants, ignorant tout de l'origine de ce langage et de la langue primaréenne, se mirent à utiliser les symboles n'importe comment, à tel point qu'ils utilisèrent des symboles qui n'existent pas en langue primaréenne, à savoir les triangles pointant vers la droite ou vers la gauche. Pour chier putain, à l'heure d'internet c'est quand même pas compliqué de vérifier une info, merde. Une des suites de symboles la plus utilisée par ces noobs était rond, de triangle vers la droite, rond. C'est rapidement devenu la représentation de ceux qui ne savent pas cryptroller, baptisé crypto-noob par les cryptrollers. Par la suite, le sens de ce symbole fut élargi pour désigner ceux qui s'imaginent parler un langage très technique, faire partie d'une élite, alors qu'ils utilisent en fait très mal les codes et sans rien y comprendre. Ouais, des hommes politiques quoi. De fait, le symbole a été décliné en image macro pour accentuer la moquerie et devenir aussi la représentation de ceux qui pensent dire quelque chose d'intelligent et d'argumenté sans se rendre compte qu'ils disent de grosses conneries. Mais c'est ce que je dis, des hommes politiques. Enfin, il est à noter qu'on retrouve ces faux symboles de crypto-noob dans le Crypt Translator. Ce qui n'est pas pour arranger les choses. En revanche, les vrais codes de langage des vrais cryptrollers n'y figurent pas. Donc y a toujours de l'espoir. Voilà ce que je peux te dire sur les mêmes en rapport avec Status. Status, c'est que t'as besoin de rien. Tu casses les couilles avec tes vannes de merde là. Et sans mes vannes de merde, on serait grave chier dans tes vidéos à 2 balles. T'as juste de la chance que je doive pas mettre ma main dans ton cul pour te faire parler, abruti. Je suis sûr que t'aimerais ça, tu te branles bien sur des magazines de chats d'abord. J'étais justement en train de constater que les pages collent. Eh bien, merci beaucoup professeur Nimous pour ces informations très éclairantes. Je me branlais pas, bordel. Ouais, ça te détendrait ta gueule de constipé. Dans tous les cas, et comme vous avez pu le constater au travers de tout ce que j'ai pu vous dire, la révélation et tout l'univers autour de Primae ont eu un impact immense sur notre monde. Que ce soit dans la science, la politique, la culture et bien d'autres domaines. Et c'est ici où je pense qu'il est toujours important de garder en tête que regarder l'histoire, c'est déjà chercher les clés pour repenser la société actuelle. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ces histoires ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés ne sont que pure invention. Je souhaiterais également remercier infiniment Janonymous pour sa participation plus que prolifique. Il tient une chaîne YouTube sur les mèmes et réalise des vidéos parfaitement documentées et surtout diablement drôles. Allez donc voir sa chaîne, elle vous plaira forcément. Merci également à tous les vidéastes qui ont accepté de participer à cette vidéo. Vous trouverez le lien de chacun d'eux dans la description. Enfin, un remerciement tout particulier à Lady Denki, qui a réalisé l'illustration de la bande dessinée des Sièges des Cyclones. Dans la description, vous trouverez le lien pour aller voir ses autres créations. Avec cette première marge, l'univers autour de la révélation de Primae continue de se construire. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.